Marie-Cécile Nave, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, politologue, spécialiste des États-Unis. Alors, comment expliquer qu'un tel scénario a pu se produire avec cet homme, comme on l'a vu, raciste, sexiste, xénophobe et j'en passe, qui se retrouve donc à la tête de la première puissance mondiale? Il faut rappeler deux chiffres en préambule, je crois. Un taux d'abstention de 46% à l'élection présidentielle américaine, qui est le plus fort taux d'abstention depuis 2000. Et le deuxième chiffre, c'est que Hillary Clinton a remporté le vote populaire, puisqu'elle a 200 000 voix de plus que Trump. Donc par le jeu des grands électeurs, dans un mouchoir de poche finalement. Oui, ça s'est joué. Il remporte quand même l'élection enfin, c'est très juste, et par le jeu des grands électeurs. C'était une victoire que beaucoup avaient anticipée, qu'on pouvait prévoir. Il y a quand même une sidération par rapport à cette victoire. Mais on n'y croyait pas. C'est vrai qu'on se disait c'est quand même trop énorme. Surtout le dernier mois où il y a eu toutes ces paroles, et je dirais pas des dérapages, hein, parce que pour moi tout ça c'est calculé. Toutes ces paroles très dures contre les femmes en particulier. Pour moi ça fait partie d'un storytelling. C'est un show finalement. C'est un show, mais ça fait partie aussi du storytelling de la force, de la virilité stéréotypée. Je vais rendre sa grandeur à l'Amérique, alors que vous aviez un président qui était faible, qui s'excuse, qui se couche devant l'islam, qui se couche devant les immigrés. Et moi, je vais incarner une virilité qui rendra sa force à l'Amérique. Ensuite, quand on regarde les sondages sortis des urnes, on se rend compte que l'électeur type, c'est un électeur blanc, de plus de 45 ans, qui n'est pas diplômé du supérieur, qui vit dans les zones rurales ou les petites villes. C'est-à-dire, c'est une victoire quand même de l'Amérique profonde, alors avec bien sûr... Mais pas uniquement, il y a 53% des femmes qui sont allées voter, qui ont voté pour lui, c'est bien ça. 53% des femmes blanches qui sont des allées femmes voter, blanches, mais voilà. avec un taux d'abstention très fort. Et il y a aussi beaucoup de gens dans l'électorat républicain traditionnel qui sont allés voter pour lui, c'est-à-dire des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui se sont dit, ça reste quand même un républicain, il nous propose des mesures en faveur de la baisse d'impôts des plus aisés, parce qu'il se présente comme le candidat des petits, des ouvriers, mais en fait, il a un programme ultra-libéral en matière de fiscalité et d'économie, si on met à part le projet protectionniste. Et comment expliquer le vote des Latinos qu'il a promis d'expulser ? Alors, le vote des Latinos est à peu près le même que celui en faveur de Mitt Romney il y a 4 ans. Il gagne un peu de terrain quand même parmi les Latinos, mais il y a une très forte abstention, je le disais. Et parmi les Latinos diplômés du supérieur, le vote est très faible. Et parmi les femmes latinos, le vote est très faible. Donc il faut croiser tous ces éléments pour comprendre que finalement, les immigrés qui peuvent être là depuis longtemps, c'est un peu la stratégie, entre guillemets, de le dernier arrivé ferme la porte. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, ils sont peut-être pour... s'ils votent, c'est qu'ils sont en situation légale puisqu'ils sont américains. Et donc, ils ne veulent pas d'une poursuite d'une immigration en provenance du Mexique, parce que ça les concurrencerait. Est-ce qu'on peut expliquer aussi sa victoire par la division du Parti républicain ? Oui. Leur échec à trouver finalement un autre outsider. Oui, il y a plusieurs explications à la victoire de Trump. D'abord, c'est quelqu'un à qui il faut reconnaître une très bonne capacité de diagnostic de la société américaine, d'une partie de la société américaine, qui est déçue d'une part, du fait qu'il y a une reprise très forte de la croissance économique aux États-Unis. Il y a 2% de croissance par an depuis plusieurs années. Il y a un chômage qui est à 5%, mais une partie de la population, notamment dans la région industrielle des Grands Lacs où il a siphonné le vote démocrate, qui n'a pas bénéficié des fruits de cette croissance, qui a un emploi flexible, qui souffre de faibles salaires. Il n'y a pas de salaire minimum aux États-Unis. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a une peur de l'incertitude mondiale. La place des États-Unis dans le monde est incertaine. Il y a une peur par rapport à l'immigration, par rapport à l'islam, et puis un storytelling de l'identité sur lequel Trump a joué. Et bien sûr, les divisions du Parti républicain dont il a bénéficié. Et pour moi, il a un projet politique, c'est-à-dire une vision d'une société américaine fermée sur elle-même en termes économiques, en termes identitaires. Il n'a pas de programme politique. Il n'a pas de programme politique précis. Les différentes mesures qu'il annonce ont sans cesse varié au cours de la campagne. Et vous avez là, les images que vous avez montrées montrent une contradiction très forte entre baisser les impôts des entreprises, diviser par 2 les impôts des entreprises, continuer à baisser les impôts sur les plus aisés, c'est pour ça qu'ils ont voté pour lui, et en même temps engager une série de grands travaux financés par l'argent public. Alors il faut nous expliquer comment il va faire. Voilà, qui va gouverner finalement ? Est-ce que lui, il va faire, comme on l'a vu dans le reportage
de la communication et d'autres vont gouverner à sa place. Est-ce que c'est ce qui se profile? C'est une hypothèse forte, à savoir que moi, je pense que c'est quelqu'un qui voulait gagner, mais qui ne veut pas forcément gouverner. Parce que gouverner, c'est moins amusant que d'être en meeting et d'être galvanisé par ses partisans. Donc c'était vraiment la gagne. Et on le voit bien dans la première vidéo d'après sa victoire, où il a l'air vraiment désemparé. Oui, il a l'air surpris de sa propre victoire. Un peu comme Jean-Marie Le Pen en France en 2002, après le premier tour. Ah, ça y est, maintenant on y est. En revanche, dans l'ombre, il y a tout un tas de gens qui se disent « ça y est, maintenant on reprend les commandes du pouvoir ». Et quand on voit qui est pressenti pour gouverner avec lui, on se rend compte que c'est des gens qui sont issus de l'establishment républicain, des anciens de Goldman Sachs, l'ancien maire de New York, Giuliani, Newt Gingrich. On se rappelle que c'est lui qui avait voulu destituer le président Clinton en 1994, qui est un ancien speaker de la Chambre des représentants. Bref, l'establishment. Il voulait pourtant se débarrasser de l'establishment. L'establishment qu'il a soi-disant combattu dans sa campagne et qui va gouverner avec un congrès qui va pas forcément lui mener la tâche facile parce que le Parti républicain est très divisé sur tous les sujets de l'agenda, sur l'immigration, sur la fiscalité, sur le soutien aux grandes entreprises ou bien aux petites entreprises, sur la politique internationale aussi. Donc ça va être quand même pas une tâche forcément facile, d'autant qu'au Sénat, les républicains certes conservent le Sénat, mais avec seulement un siège d'avance. Et donc pour faire passer un certain nombre de mesures et de lois, il faut les 2/3 de la majorité et les démocrates vont leur mener la tâche difficile, c'est certain. Bon, on va continuer donc à parler de Donald Trump avec ces sondages qui se sont peut-être trompés, donc en annonçant trop vite la victoire d'Hillary Clinton. Les médias ont-ils pris donc la mesure du phénomène Trump? Les journaux de l'establishment Washington Post et New York Times, qui soutenaient la candidate démocrate, n'ont jamais cru en lui. Il y a 2 ans, on le voyait comme un phénomène médiatique, une blague quasiment. Pourquoi avons-nous manqué de clairvoyance à ce point? Mais nous tous. Oui, mais parce que ça nous paraissait vraiment incroyable qu'un homme comme ça puisse accéder au pouvoir, et pourtant c'est possible. Moi, j'éviterais les généralisations sur les médias. D'une part parce que dans les dernières semaines, et notamment dans la dernière semaine de la campagne, les sondages étaient très fluctuants d'un jour à l'autre. C'était vraiment très serré. Et puis, on parle beaucoup en France des médias comme le New York Times, le Washington Post ou même ABC, les grands médias que l'on connaît. Aux États-Unis, ce ne sont pas ces médias-là qui sont regardés et qui sont ceux des... C'est la presse locale, en fait. Des électeurs conservateurs. La presse locale, mais aussi les sites d'information Internet comme Breitbart News, qui est un site d'information ultra-conservateur dont les principaux leaders sont autour de Donald Trump depuis cet été. Et puis, dans l'Amérique du Midwest, les radios, les stations de radio, avec des émissions comme celle de Rush Limbaugh, par exemple, qui est maintenant une figure connue en France, d'animateurs ultra-nationalistes qui veulent le retour du patriarcat, qui sont très racistes, qui détestent les musulmans, les immigrés, l'establishment, et qui sont écoutés toute la journée par le cœur de l'électorat de Trump. Donc il faut être vigilant par rapport aux généralisations sur les médias. Et puis aux États-Unis, les médias sont très engagés, plus qu'en Europe, plus qu'en France notamment. Ils sont très polarisés d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, et donc forcément ça donne lieu à des batailles assez vives. On continue à parler de Donald Trump dans un instant. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Trump, l'onde de choc populiste, paru aux éditions FIP. Allez, encore un mot de Donald Trump, qui a dit que le réchauffement climatique était une blague inventée par les Chinois. Est-ce qu'il risque de revenir sur ce dossier? Sur la COP21, c'est plié parce qu'Obama a pris soin de ratifier avant son départ. En revanche, sur la suite, sur la COP22 et la suite des négociations internationales, on a toutes les raisons d'être très inquiets au vu des positions de Trump, mais aussi de sa majorité au Congrès. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Trump, l'onde de choc populiste aux éditions FIP. Merci. Merci à vous.